Dans le paisible village de Ndému, niché entre les collines rouges et les eaux tranquilles du fleuve, vivait Adama, une femme douce et discrète, connue pour son habileté à tresser les perles et son cœur généreux. Mariée depuis des années à Malik, un homme autrefois attentionné devenu distant et égoïste, Adama s'efforçait de préserver l'illusion d'un foyer harmonieux. Derrière les sourires polis, elle portait en silence le poids des humiliations, des absences inexpliquées et des trahisons cachées. Mais lorsqu'un jour la vérité éclate au grand jour, la trahison de Malik devenant impossible à nier, Adama, brisée, décide de ne plus se taire. Grâce au soutien indéfectible de son amie Hawa et aux conseils pleins de sagesse du vieux Baba Samba, elle trouve en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. De ses blessures naît une transformation, Adama se reconstruit, redonne un sens à sa vie à travers l'artisanat, et devient peu à peu un symbole d'espoir pour d'autres femmes du village. Ce récit en 6 parties explore avec intensité la résilience, l'éveil de soi, et le pouvoir de la dignité retrouvée. C'est l'histoire d'une femme qui, au cœur du silence, choisit enfin de se relever. Le soleil se levait doucement sur le village de Ndému, inondant les toits de chaume d'une lumière dorée et paisible. Dans les cours, les femmes balayaient le sol rouge, les marmites s'échauffaient sur les feux de bois, et les enfants, cartables en main, couraient vers l'école en riant. Tout semblait harmonieux. Pourtant, derrière la façade tranquille d'une maison modeste aux murs décorés de motifs tribaux, Adama préparait le petit déjeuner dans un silence pesant. Elle remuait la bouillie de mil mécaniquement, sans même vraiment y penser. La natte à côté du feu était vide. Malik, son mari, n'était pas rentré de la nuit. Ce n'était pas la première fois, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Au début, ses absences étaient rares, justifiées par des réunions ou des voyages d'affaires. Puis, elles étaient devenues plus fréquentes. Des retards d'1 heure, 2, puis des nuits entières sans explication. Chaque fois, Malik rentrait avec des excuses polies, un sourire forcé, et Adama acceptait. Par peur du conflit, par espoir qu'il changerait. Mais ce matin-là, une lassitude plus profonde l'envahissait. Ce n'était plus de l'inquiétude, mais une certitude. Elle savait, sans preuve concrète, que quelque chose s'était brisé. En posant les galettes de mil sur la table basse, elle jeta un regard vers le coin où dormait habituellement Malik. Le vide semblait hurler. Depuis combien de temps ne l'avait-il pas regardé dans les yeux? Depuis quand n'y avait-il plus ni tendresse ni complicité entre eux? Soudain, on frappa à la porte. C'était Hawa, sa meilleure amie. Toujours souriante, toujours présente. Mais en apercevant le visage marqué d'Adama, son sourire s'effaça. Elle entra sans attendre d'invitation. Adama s'assit près du feu, sans dire un mot. Le silence entre elles était plein de compréhension. Elle n'avait pas besoin de beaucoup parler. Hawa finit par murmurer que Malik n'était pas rentré, n'est-ce pas? Adama acquiesça d'un simple mouvement de tête. Elle n'avait plus la force de faire semblant. Elles restèrent un moment ainsi, à écouter le crépitement du feu, comme 2 femmes liées par une douleur que seule une autre femme pouvait vraiment comprendre. Hawa brisa le silence. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Qu'elle se consumait, qu'elle disparaissait à force de s'oublier. Mais Adama baissa les yeux, honteuse de son propre doute. Et si c'était elle, le problème? Et si elle n'était plus assez séduisante, plus assez vivante? Et si, au fond, elle méritait ce qu'elle vivait? Hawa se redressa, presque indignée. Elle lui rappela qu'elle était une femme forte, digne d'amour et de respect. Que ce n'était pas à elle de porter la faute des errements d'un homme. Adama écoutait, mais les mots avaient du mal à percer la forteresse de doute qu'elle avait construite au fil des années. Elle n'était pas encore prête à entendre ce que son cœur savait déjà. Ce soir-là, Malik rentra. Tard, l'odeur d'un parfum féminin flottait sur ses vêtements. Il entra sans un mot, esquiva son regard, et alla se coucher aussitôt, tournant le dos à sa femme comme on tourne une page usée. Adama resta assise dans l'ombre, droite comme une statue, les yeux ouverts sur une nuit qui ne finirait pas. Elle ne ressentait plus de colère, seulement un vide immense. Le lendemain, elle se leva tôt. Elle marcha jusqu'à la rivière, s'assit sur une pierre plate, et regarda le courant emporter les feuilles mortes. Elle pensa à sa mère, à sa grand-mère, à toutes ces femmes qui avaient accepté l'inacceptable. Était-ce cela, le destin des femmes? Se taire, supporter, sourire? Mais en elle, une voix s'éveillait. Faible encore, mais bien là. Ses pas la menèrent, presque malgré elle, à la maison de Baba Samba, le doyen du village. L'homme l'accueillit sans un mot, lui tendant une calebasse d'eau fraîche, comme s'il l'attendait. Elle murmura qu'elle était venue écouter, parce qu'elle sentait qu'en continuant ainsi, elle finirait par se perdre. Baba Samba hocha lentement la tête, posant ses yeux sages sur elle. Il lui dit simplement qu'elle devait écouter sa douleur, car elle avait quelque chose à lui révéler. Depuis sa visite chez Baba Samba, Adama marchait comme si elle portait une vérité qu'elle ne voulait plus cacher. Elle n'avait pas encore prononcé de décision, mais une transformation intérieure avait commencé. Elle observait différemment, elle écoutait les silences, elle sentait les fissures,
Malik, lui, continuait à rentrer tard, à éviter son regard, à vivre comme si elle n'existait que pour garder sa maison propre et lui servir à manger. Il ne posait plus de questions, ne cherchait plus à séduire, ne s'excusait même plus. Il était devenu une ombre arrogante, sûre de son pouvoir. Adama gardait ses mots pour elle, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus de naïveté, plus de crainte, seulement une attente, celle du moment où la vérité éclaterait. Et ce moment arriva un matin d'apparence ordinaire. Hawa entra dans sa cour, le visage fermé. Elle tenait une petite enveloppe chiffonnée qu'elle tendit à Adama sans un mot. À l'intérieur, une photo imprimée à la hâte, visiblement volée. Sur cette image floue mais révélatrice, Malik apparaissait, vêtu de son cafetan bleu, souriant, bras autour d'une femme plus jeune, belle, maquillée, provocante. Hawa regarda son amie avec précaution. Elle dit que c'était à la ville qu'elle les avait vus. Elle ne savait pas comment lui dire, mais elle ne pouvait plus se taire. Adama méritait de savoir. Adama garda la photo entre ses mains sans rien dire. Elle la regarda longuement, comme si elle tentait de lire au-delà de l'image. Mais au fond, elle n'était pas surprise. La photo n'était que la confirmation visuelle d'un soupçon qui était devenu une évidence. Ce n'était plus une peur. C'était une vérité. Elle reposa la photo sur la table en bois. « Merci Hawa, dit-elle simplement. Maintenant, je sais. » Le silence qui suivit fut lourd, mais libérateur. Il n'y avait pas de crise. Pas de larmes. Pas de colère incontrôlée. Juste un calme profond, celui qui précède les décisions les plus importantes. Ce soir-là, elle prépara le repas avec soin. Elle alluma les lampes à huile, balaya chaque recoin de la maison, comme si elle voulait qu'il voie clairement ce qu'il était en train de perdre. Quand Malik entra, surpris par l'ordre impeccable du lieu, il s'arrêta un instant, presque méfiant. Adama l'attendait, assise, droite, les mains posées sur ses genoux. « Tu rentres tard, dit-elle d'une voix calme. Il répondit que le travail avait été long, que les choses en ville étaient compliquées. Elle acquiesça doucement. « Du travail, avec cette femme ?» demanda-t-elle ensuite. Il sursauta. Sa mâchoire se contracta. Il bredouilla une réponse. « Qui t'a dit ça ? Ce sont des mensonges. Des gens jaloux. Je t'en parlerai plus tard. » Adama se leva. « Ne mens pas, dit-elle. J'ai vu la photo. Je sais. » Il voulut se défendre, protester, mais il ne trouva rien. Les mots mouraient dans sa gorge. Elle le regardait avec une clarté qu'il n'avait jamais vue chez elle. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il croyait dominer. « Je ne vais pas crier, reprit-elle. Ni pleurer. Tu m'as blessé, Malik. Tu m'as brisé. Mais ce soir, je me relève. » Elle entra dans la chambre, prit un pagne, quelques vêtements, ses outils de travail, et une petite valise. Elle passa devant lui sans trembler. « Je pars, pas pour te punir, mais pour me sauver. » Il resta là, debout, figé. Il n'essaya pas de l'arrêter. Chez Hawa, la nuit fut silencieuse. Pas de sanglots, pas de cris, juste le vide immense d'un monde qu'elle quittait et celui, inconnu, qu'elle allait affronter. Le lendemain, Baba Samba frappa doucement à la porte. Il lui apporta un petit paquet. À l'intérieur, des perles anciennes, du fil, du bois poli. « C'était l'atelier de ma sœur, dit-il. Elle est partie il y a longtemps. Elle t'aimait bien. Elle aurait voulu que tu crées avec ça. » Adama fut émue. Elle installa une natte, tria les perles, et se mit à tresser. Chaque geste était une prière. Chaque collier une cicatrice transformée. Peu à peu, elle se mit à vendre ses créations au marché. Les femmes commencèrent à s'arrêter, à parler, à lui dire qu'elle la regardait, qu'elle s'inspirait d'elle. Une femme lui dit un jour, « Grâce à toi, j'ai quitté un homme qui me battait. Tu m'as montré qu'on pouvait vivre autrement. » Et c'est à cet instant qu'Adama comprit que sa douleur n'était pas vaine. Elle était devenue lumière. Le marché de NDMU, d'ordinaire animé, semblait s'arrêter un instant chaque fois qu'Adama s'installait à son étal. Elle n'avait ni l'enseigne la plus grande, ni les cris des marchands qui attirent les foules. Pourtant, les regards se tournaient vers elle. Sa présence silencieuse dégageait une force nouvelle. Assise sur un tabouret bas, elle tressait des colliers avec la patience d'une femme qui se reconstruit perle après perle. Chaque création naissait de ses mains comme un témoignage muet de sa renaissance. Depuis son départ de la maison de Malik, elle n'avait jamais cessé de travailler. Non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Les femmes du village venaient. D'abord par curiosité, puis par admiration, et enfin par besoin. Car dans le silence d'Adama, elles retrouvaient un peu de leur propre douleur, de leur propre envie de liberté. Certaines restaient après l'achat. Elles parlaient doucement, à voix basse, comme si elles libéraient un fardeau. Une femme d'âge mûr lui confia qu'elle avait songé à partir, elle aussi, mais n'en avait jamais eu le courage. Une autre, plus jeune, parlait d'un mari volage, d'un quotidien étouffant. Adama écoutait sans juger. Elle ne donnait pas de leçons. Sa simple présence suffisait. Un soir, alors qu'elle nettoyait ses outils de travail à la lumière d'une lanterne, Baba Samba vint à sa rencontre. Il s'assit sans bruit à côté d'elle, les mains posées sur ses genoux. Il ne dit rien tout de suite. Ils restèrent là, ensemble, à regarder le feu s'éteindre lentement.
Puis il murmura que ce qu'elle vivait n'était pas une revanche, mais une renaissance. Elle avait transformé sa chute en ascension. Elle était passée du silence à la lumière. Mais il ajouta aussi que ce nouveau chemin ne plairait pas à tout le monde. Une femme debout, dans une société qui la préfère à genoux, attire toujours la suspicion. Adama acquiesça en silence. Elle le sentait déjà. Les regards avaient changé. On ne la plaignait plus, on l'observait. Et parfois, on murmurait. Les rumeurs naquirent comme les premières gouttes d'un orage. Discrètes, mais persistantes. Certains disaient qu'elle consultait des marabouts, qu'elle ensorcelait les femmes avec ses bijoux. D'autres affirmaient qu'elle était devenue orgueilleuse, qu'elle salissait la réputation de son mari. Les clientes fidèles commencèrent à se faire rares. Quelques femmes du village changèrent de trottoir quand elle passait. Les silences devinrent lourds. Un jour, alors qu'elle réarrangeait ses colliers, une silhouette familière apparut. C'était Malik. Vêtu de son grand boubou blanc, le regard dur, il s'approcha lentement de l'étal. Les femmes alentour s'arrêtèrent de parler. L'air se chargea d'une tension sourde. Malik demanda à lui parler. Sa voix était calme, mais tendue. Il dit qu'il voulait arranger les choses, qu'il avait compris ses erreurs. Que rien ne valait la paix d'un foyer. Adama le regarda sans broncher. Elle le laissa parler, puis elle lui répondit qu'il ne regrettait pas sa trahison. Il regrettait d'avoir perdu le contrôle. Ce qu'il appelait paix, c'était le silence de son épouse. Et ce silence, elle ne lui appartenait plus. Malik parut troublé. Il recula. Autour d'eux, les femmes avaient entendu. Certaines baissèrent les yeux, d'autres hochèrent lentement la tête, en silence. Il ne dit plus un mot et s'éloigna. Cette nuit-là, Adama ne dormit pas. Pas à cause de la peur, mais à cause de la clarté. Elle avait regardé son passé dans les yeux, sans trembler. Elle avait parlé avec dignité. Et surtout, elle n'avait plus honte. Awa la rejoignit plus tard, tenant un bol de bouillie chaude. Elle lui dit qu'elle avait été courageuse. Qu'elle l'avait vue se tenir droite, comme une reine. Qu'aucun homme, aucun conseil, aucun murmure, ne pourrait plus lui enlever cela. Adama sourit faiblement. Ce n'est pas le courage, répondit-elle. C'est juste que je ne veux plus me taire. Dans la cour, le vent soufflait. Il portait l'odeur du bois brûlé, des feuilles sèches, et quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. Le lendemain, une femme inconnue vint à son étal. Elle tenait un foulard usé entre les mains. Elle ne dit presque rien. Mais dans son regard, Adama reconnut la peur. Elle lui tendit un collier simple, fait de coris et de fils tressés. La femme le prit comme on reçoit un talisman. Et dans ce geste, Adama comprit. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle était devenue un phare pour celles qui n'osaient pas encore s'élever. Le vent s'était levé sur Ndému. Les feuilles bruissaient doucement dans les arbres, mais ce n'était pas le vent du changement qu'Adama avait espéré. C'était un vent lourd, épais, presque sournois. Un vent de regards en biais, de rumeurs qui glissent d'une bouche à l'autre, de silence plein de jugement. Depuis l'épisode du marché, où elle avait tenu tête à Malik devant tout le village, Adama sentait que quelque chose avait basculé. Ce n'était plus seulement de la curiosité qu'on lui portait, mais un mélange de méfiance et d'irritation. Elle n'était plus la femme courageuse, pour tout le monde. Pour certains, elle était devenue une menace. Un matin, alors qu'elle s'installait à son étal, une cliente fidèle fit demi-tour en la voyant. Une autre prétexta ne pas avoir d'argent, alors qu'Adama savait qu'elle venait d'acheter des légumes. Les murmures s'étaient fait plus fréquents. On chuchotait qu'elle était trop fière, qu'elle poussait les femmes à se rebeller, qu'elle avait humilié son mari publiquement. Une tension invisible flottait dans l'air, comme si sa seule présence dérangeait l'ordre établi. Ce n'était pas Malik qui l'attaquait ouvertement, mais il n'avait pas besoin de le faire. Il avait ses alliés, ses amis, les hommes du conseil et même certaines femmes, convaincus que le silence valait mieux que le scandale. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses bijoux, Awa entra précipitamment dans sa cour, une lettre à la main. Son visage était grave. Elle tendit la lettre à Adama, qui la lut lentement. C'était une convocation officielle du Conseil des Anciens. On l'y accusait de conduite inappropriée, de semer le trouble dans les foyers, et de tenir publiquement des propos déshonorants envers son mari. Elle devait se présenter devant le conseil dans 2 jours. Le choc fut silencieux. Adama sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce jour arriverait. Elle savait que se lever avait un prix. Mais maintenant que le moment était là, la peur était réelle. Awa lui prit la main, lui dit qu'elle n'était pas seule, qu'elle ne devait pas reculer. Mais Adama se taisait. Elle n'avait pas peur des mots du conseil. Ce qu'elle craignait, c'était l'humiliation, la condamnation publique, le regard de ceux qu'elle avait toujours respectés. Le jour venu, elle s'habilla avec soin. Elle enfila un boubou bleu nuit qu'elle avait cousu elle-même, orné de motifs symboliques inspirés de ses ancêtres. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple et dignement noué. Autour de son cou, un collier fait de perles anciennes, récupérées des ruines de Senke. Elle se regarda dans le miroir et se parla à voix basse. « Tu n'y vas pas pour te défendre. Tu y vas pour affirmer qui tu es. » La place du conseil était remplie. Tous les anciens étaient présents, assis en demi-cercle sous l'arbre à palabres.
Baba Samba aussi était là, légèrement en retrait. Les femmes du village, les enfants, les hommes, même Malik, tous regardaient. Le chef du conseil prit la parole, énonçant les accusations. Pourquoi es-tu parti sans l'accord de ton mari? Pourquoi refuses-tu de revenir malgré ses excuses? Pourquoi incites-tu les autres femmes à te suivre dans ton exemple de désobéissance? Adama les regarda un à un. Sa voix, quand elle parla, était calme, posée, sans colère. Je suis partie parce que mon foyer était devenu un lieu de souffrance. Parce que j'ai compris qu'on ne sauve pas un mariage en se perdant soi-même. Je n'incite personne à me suivre. Je vis debout, et celles qui viennent vers moi le font parce qu'elles cherchent aussi un souffle d'air. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains détournèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête lentement. Le chef voulut répondre, mais une voix s'éleva. C'était Baba Samba. Il s'appuya sur sa canne et déclara d'un ton grave. Depuis quand notre village punit-il une femme qui refuse l'humiliation? Depuis quand appelle-t-on désordre ce qui n'est que dignité retrouvée? Adama n'a trahi personne. C'est notre silence à tous qui nous trahit. Un silence profond suivit. Le chef du conseil annonça que la séance était levée. Aucun jugement ne fut rendu. Ni condamnation, ni excuse. Juste un vide étrange, comme si la vérité venait de traverser la place sans que personne ne sache quoi en faire. Adama rentra chez Awa ce soir-là sans dire un mot. Elle se coucha tard, les yeux ouverts dans le noir. Elle n'avait ni gagné ni perdu. Elle avait simplement tenu tête. Et parfois, cela suffit. La nuit était tombée sur NDMU, mais Adama ne trouvait pas le sommeil. Elle s'était allongée sur la natte, les yeux ouverts, le cœur battant à un rythme qu'elle ne comprenait pas encore. Dans le silence, un son étrange perça l'obscurité. Un tambour, pas celui des fêtes ou des veillées. Celui-ci battait lentement, profondément, comme un cœur ancien qui se réveille. Ce tambour venait de Senke, la colline sacrée que l'on disait habitée par les esprits des femmes oubliées. Celles que l'histoire n'avait pas retenues. Celles qui avaient été rejetées, bâillonnées, effacées. Personne ne montait là-haut sans raison. Mais ce son, cette pulsation, semblait l'appeler, comme une voix lointaine qui murmurait son nom. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, Adama prit un panier vide et marcha en direction de Senke. Les chemins étaient envahis de racines, les buissons griffaient ses bras, mais elle avançait sans hésiter. Arrivée au sommet, elle découvrit un cercle de pierre, partiellement recouvert de mousse. Au centre, un pilier dressé portait des symboles gravés à la main, anciens, indéchiffrables. Et juste là, assise près du pilier, se tenait une vieille femme. Sa peau était plissée comme un vieux tissu, ses cheveux blancs noués sous un foulard rouge vif. Ses yeux, pourtant fatigués, brillaient comme des éclats de lune. « Tu es venue, dit-elle sans se retourner. Comme si elle l'attendait depuis toujours. Adama s'approcha. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait même pas pourquoi elle était là, sinon que son cœur l'avait poussée. « Je suis Meim Kadia, dit la vieille femme. Gardienne des noms qu'on a oubliés. » Adama s'assit près d'elle. Un silence s'installa, paisible. Puis Meim Kadia parla à nouveau. « Tu crois être seule. Tu crois être la première. Mais avant toi, d'autres se sont levées. Et quand elles n'ont plus eu le droit de parler, elles ont gravé leur douleur ici. » Pendant plusieurs jours, Adama revint à Senke. Chaque matin, elle apprenait auprès de Meim Kadia. Elle découvrit les symboles anciens, les pigments naturels, les chants oubliés que seules les femmes murmuraient entre elles dans les cuisines ou les forêts. Meim Kadia lui enseignait sans imposer. Elle ouvrait les portes, et Adama, pour la première fois, sentait que ses racines poussaient au-delà de son nom, de son village, de son passé. Au marché, les femmes recommencèrent à s'approcher. Certaines achetaient en silence, d'autres demandaient timidement conseil. Une mère de famille glissa un mot à son oreille. « Ton courage a réveillé le mien. » Une adolescente s'arrêta un jour, tenant un sac de pièces dans les mains. « Je veux apprendre, dit-elle. Ma mère veut me marier. Mais moi, je veux devenir comme toi. » Adama lui demanda son nom. Elle s'appelait Sira. Elle lui donna rendez-vous le lendemain à l'aube. Et Sira revint. Puis une autre. Puis une femme veuve. Puis une marchande. Peu à peu, l'espace d'Adama se transforma en lieu de passage, de confidence, d'apprentissage. Ce n'était pas une école, mais c'était un foyer. Un refuge invisible, fait de fils, de tissus, de perles et de silences qui guérissent. Pendant ce temps, Malik s'effaçait. Ses affaires ne marchaient plus. Sa compagne l'avait quitté. Et partout où il passait, les regards se détournaient. Il n'était plus l'homme respecté qu'il prétendait être. Il n'était plus que l'ombre d'un nom. Un jour, il revint au marché. Son pas était lent, son regard, fuyant. Il vit Adama, entouré de femmes, debout, épanoui. Il voulut s'approcher, dire quelque chose. Mais aucun mot ne sortit. Elle le vit, le reconnut, et détourna calmement le regard, comme on tourne une page. Ce soir-là, Sira demanda à Adama, « Comment as-tu su que tu pouvais t'en sortir ?» Adama réfléchit longuement avant de répondre. Puis elle dit, « Le jour où j'ai arrêté d'attendre qu'on me tende la main. Le jour où j'ai décidé de me la tendre à moi-même. » Autour d'elle, le feu crépitait.
Le vent passait entre les branches. Et au loin, sur la colline de Senke, le tambour battait à nouveau. Ce n'était plus un appel. C'était une réponse. Le jour se levait sur NDMU avec une douceur nouvelle. Le ciel, lavé par les pluies de la nuit, s'étirait dans des teintes nacrées, comme si la lumière elle-même célébrait un passage. Dans la cour d'Adama, les femmes s'affairaient en silence, chacune concentrée sur son ouvrage. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle des tissus fraîchement teintés. Le refuge était devenu un atelier vivant, un lieu où la création portait le nom de liberté. Adama se tenait au centre de la cour, droite, calme. Elle tressait un collier particulier, composé de perles simples, mais puissantes. Au centre, elle plaça une perle noire, taillée dans une pierre trouvée sur la colline de Senke. C'était un symbole, une mémoire. Le rappel qu'elle s'était reconstruite non pas en effaçant sa douleur, mais en l'intégrant dans sa force. Les femmes avaient décidé d'organiser une exposition. Elles n'avaient pas d'affiches, pas de grands discours, mais elles avaient leurs mains, leurs voix et leurs œuvres. Ce jour-là, elles ne vendaient pas seulement des bijoux ou des étoffes. Elles partageaient leur fierté, leur savoir, leurs cicatrices. Ce n'était plus un simple marché. C'était une déclaration d'existence. Quand les habitants de NDMU arrivèrent, ils découvrirent une cour transformée. Les tables étaient couvertes de créations colorées. Les chants s'élevaient doucement, portés par les voix des femmes. Certaines portaient les colliers d'Adama comme des talismans. D'autres arboraient leur propre œuvre avec une timidité joyeuse. L'atmosphère était sereine, vibrante. Le vent lui-même semblait marcher plus doucement. Adama prit la parole, sans élever la voix. Elle dit simplement que ce qu'on voyait ici n'était pas que de l'artisanat. C'était de la mémoire, de la transformation. Ce sont nos histoires, nos douleurs et nos victoires tressées ensemble. C'est notre manière de dire, nous sommes là, debout. Baba Samba était présent, assis à l'ombre d'un arbre. Il écoutait en silence, les yeux brillants. Il savait que ce qu'il voyait là n'était pas seulement le fruit du courage d'Adama. C'était le début d'un nouvel équilibre. Parmi la foule, une silhouette attira l'attention d'Adama. Malik se tenait à l'écart, près du grand manguier. Il semblait plus maigre, plus terne. Ses vêtements étaient froissés, son visage creusé. Il la regardait sans colère, sans arrogance, seulement avec un mélange de regret et de fatigue. Il s'approcha lentement, s'arrêta à quelques pas. « Je voulais te dire que j'ai compris, dit-il. J'ai perdu ce que je n'ai pas su respecter. J'ai cru que tu m'appartenais. J'ai cru que ton silence était de l'amour. » Adama le regarda, longtemps. Elle ne ressentait ni haine ni triomphe. Seulement une certitude. « Je ne t'en veux plus, répondit-elle. Mais je n'ai plus rien à te rendre. Je suis devenue autre. Et tu n'as pas ta place dans cette version de moi. » Malik baissa les yeux, puis s'éloigna lentement, emportant avec lui les conséquences de ses actes. Le soir venu, après le départ des visiteurs, les femmes restèrent pour partager un dernier repas. Elles rirent, chantèrent, se racontèrent des souvenirs. Adama observait Sira qui aidait à tout organiser, confiante, solide. Elle se vit en elle, des mois plus tôt, hésitante, brisée. Et elle sourit. Plus tard, seule dans sa chambre, elle ouvrit une boîte en bois contenant ses premiers colliers, ceux qu'elle avait créés après sa fuite. Elle les toucha avec tendresse, comme on caresse une ancienne douleur devenue souvenir. Puis elle prit le collier du jour, celui avec la perle noire, et monta à la colline de Senke. La nuit était fraîche, le ciel rempli d'étoiles. Elle arriva au cercle de pierre, s'agenouilla doucement, et déposa le collier au pied du pilier. « Merci, murmura-t-elle, à celles qui ont marché avant moi, à celles qui n'ont jamais été nommées, à celles qui viendront après. » Le vent souffla doucement, comme une caresse sur sa peau. Elle resta là un long moment, en paix. Adama n'était plus l'épouse trompée. Elle n'était plus la femme humiliée. Elle n'était même plus la victime. Elle était une femme debout, libre, forte. Elle était un chant. Elle était un exemple. Et désormais, plus rien ni personne ne pourrait lui arracher cela. Si cette histoire t'a ému, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des récits inspirants qui rendent hommage à la force et au courage des femmes africaines. Active la cloche pour recevoir les prochaines histoires, et partage ton ressenti en commentaire. Ton soutien permet à ces voix de continuer à résonner.